Bonsoir, je suis Yohann Arifin, professeur de relations internationales à la faculté des sciences sociales et politiques, et je suis membre de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne qui organise ce cycle de conférences. Au nom du président de cette commission, le professeur Antoine Guisan, et des autres membres, je vous souhaite la bienvenue pour cette sixième conférence à distance du cycle de cette année qui, comme vous le savez, a pour thème le numérique, l'impensé de l'environnement. Et nous avons le très grand plaisir ce soir d'accueillir le docteur Ivan Schultz, qui est chargé de cours à l'unité d'anthropologie sociale de l'Université de Fribourg. Les recherches de notre intervenant portent notamment sur les flux transnationaux de déchets d'équipements électriques et électroniques et leur gestion en Chine en particulier. Il a effectué sa thèse en anthropologie sur ce sujet à l'université de Neuchâtel. Le titre de sa thèse est Modern Waste, the Political Ecology of E-Scrap Recycling in China. Il a ensuite effectué un séjour post-doc à l'université d'Oxford et il a publié de nombreux articles sur cette problématique. Alors avant de commencer, quelques chiffres à cet égard. En 2016, mais je suis certain que M. Schultz va actualiser ces chiffres quelque peu datés. En 2016, près de 45 mégatonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été générés. On nous dit que c'était l'équivalent en poids de 4500 tours Eiffel. Ce n'est donc pas rien. La Chine est le deuxième plus gros producteur en volume de ces déchets après les États-Unis et le plus gros importateur de ces e-déchets, malgré l'existence d'une convention internationale, la convention de Bâle et son amendement, l'amendement Ban, censé limiter, voire interdire les mouvements transfrontières de déchets dangereux dont font partie les e-déchets, qui peuvent contenir des composants dangereux, des produits chimiques, des métaux toxiques, tout en étant également composés, et c'est là le problème, de métaux récupérables et réutilisables dans la fabrication de nouveaux objets électriques ou électroniques. D'autre part, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont des déchets toxiques particulièrement insidieux, car souvent, ils ne sont pas toxiques en soi, mais libèrent leurs substances dangereuses une fois décomposées. Et parfois, c'est le processus d'extraction de matériaux, le démontage en lui-même qui comporte des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. C'est donc un privilège pour nous d'entendre un expert nous éclairer sur les rationalités, pas forcément évidentes, à l'œuvre dans ces mouvements transfrontières de déchets électriques et électroniques. L'intitulé de la conférence est particulièrement intéressante à cet égard, déchets qui dérangent, déchets qui arrangent, mondialisation et matérialité du numérique. Au terme de la conférence, nous aurons le temps pour une discussion générale. N'hésitez pas à saisir l'opportunité de poser des questions à notre conférencier, soit en levant la main, comme vous savez le faire, puisque vous avez déjà suivi quelques-unes de ces conférences, soit en utilisant le chat. Et pour ma part, je vais modérer la discussion qui suivra. Voilà, alors Monsieur Schulz, je vous laisse reprendre la main. Parfait, merci beaucoup Yohann Arifin pour cette présentation. Et puis je tiens à remercier le professeur Antoine Guisan et Pierre-Louis Ray pour l'invitation, je suis très content d'être là. Vous m'avez presque déjà volé une partie du début de ma conférence avec cette très bonne présentation du sujet, mais je vous remercie, ça me permettra d'aller plus vite et puis de garder un petit peu de temps pour le reste. Donc sautons directement dans le vif du sujet. La présentation aussi a déjà été faite. Je vais peut-être juste souligner que le sujet dont je vais parler aujourd'hui ne représente qu'un seul des 7 chapitres de ma thèse. Donc, je me considère comme, je pense que j'ai des connaissances sur le sujet, suffisamment pour en parler, suffisamment pour en discuter avec vous. Mais je ne crois pas que je me prends pas pour un expert de la question pointue, précise du commerce transnational des e-déchets, comme ils ont été appelés, D3E, comme on en entend parler aussi assez souvent. Voilà. Donc, mais de manière plus large, mon expertise porte sur la Chine,
les déchets, les questions, les pratiques de réutilisation et de recyclage, sur la question des politiques publiques dans ce domaine, sur le phénomène de modernisation de l'industrie, et en particulier de l'industrie en milieu rural, et puis bien évidemment sur les questions d'environnement et d'écologisme qui sont afférentes à ces différents thèmes. Voilà, donc aujourd'hui, comme cela a été mentionné, on va parler de commerce transnational de déchets, et je vais mettre l'accent sur une catégorie d'objets particulière, les équipements électriques et électroniques usés et usagés, autrement connus sous le terme de déchets de 3E, donc D3E. Moi, j'utilise plutôt l'abréviation. On pourrait parler d'e-déchets aussi, mais voilà. Donc, il faut savoir que c'est une catégorie qui inclut des appareils et des composants dits numériques, d'où le fait que j'en parle aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire, mais pas uniquement. Et donc, dans cette catégorie, on trouvera tout aussi bien une machine à laver qu'un smartphone, qu'un ventilateur, qu'un ordinateur portable, une radio, etc. D'accord? Euh, il faut savoir aussi que ce sont des objets qui sont potentiellement réutilisables ou recyclables, selon où ils se trouvent, selon leur état, selon leur âge, et ils sont potentiellement réutilisables ou recyclables, du moins en partie. Comme cela a été mentionné par Johan Arifin, ces objets sont couverts par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, parce qu'ils contiennent notamment des métaux lourds, des composants organiques, des retardateurs de flammes, des choses comme ça, qui sont toxiques et qui peuvent contaminer à la fois l'environnement et les corps humains. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la Convention de Bâle, mais peut-être que, parce que je ne suis pas spécialiste des questions purement juridiques propres à la Convention, j'en sais quelque chose, mais on pourra peut-être en discuter plus largement dans la discussion qui va suivre. Donc aujourd'hui, on va prendre la Chine comme cas d'étude. Vous n'êtes pas, alors j'ai mis une carte la plus politiquement neutre possible de la Chine, hein, sur la gauche. Euh, donc, comme vous le savez toutes et tous, la Chine est au cœur du processus auquel on se réfère en général avec le terme de mondialisation. Vous avez certainement tous entendu parler de la Chine comme l'usine du monde. Donc, la Chine joue en particulier un rôle clé dans la chaîne de production d'équipements électriques et électroniques. On peut qualifier la Chine contemporaine de société de consommation, hein, depuis le début de la période des réformes. Donc après 1978, il y a eu véritablement un boom économique dont une des composantes était l'émergence d'une société de consommation. Et puis, Johan Arifin a mentionné donc des chiffres de 2016 selon lesquels la Chine serait le deuxième pays qui génère le plus de D3E au monde derrière les USA. Alors, si on suit la courbe, il n'y a aucune raison que cette courbe change. Ben, aujourd'hui, la Chine serait le premier pays. Je ne suis pas au courant des chiffres qui ont été publiés. Tout ça, c'est une unité au sein de la United Nations University qui fait ce genre d'estimation, parce qu'il s'agit plutôt d'estimation que de calcul. Et puis, je ne suis pas au courant des dernières estimations, mais disons que la courbe continuait à monter de façon continue ces dernières années. Donc, à l'heure actuelle, je pars de l'idée que la Chine a dépassé les États-Unis. Donc, la Chine génère le plus de D3E au monde. Je vous dis juste, j'ouvre une petite parenthèse sur la manière dont ces calculs sont faits. Moi, j'y attache une certaine importance pour avoir un ordre d'idée, mais je vous encourage à ne pas les prendre au pied de la lettre, hein, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit vraiment d'estimation et non pas de calcul. Personne n'a été compté le nombre d'appareils qui sont effectivement jetés chaque année dans chaque pays. Ce qui se passe, c'est que les experts connaissent le nombre d'appareils vendus. Ensuite, ils ont des estimations de la durée de vie des appareils. Ils font le calcul avec ça. Ils arrivent au nombre d'appareils qui sont censés avoir été jetés à un moment donné, dans un pays donné. Mais moi, je suis assez sceptique par rapport à ces estimations parce que de ce que j'ai pu observer sur le terrain, de la longueur, de la durée de vie des appareils, ben, ça varie énormément d'un endroit à un autre. Et je ne pense pas qu'on puisse véritablement calculer des moyennes qui soient vraiment fiables. Mais c'est très bien pour avoir un ordre d'idée. Donc, hein. Donc c'est énorme la quantité de D3E qui est générée par la Chine à l'heure actuelle.
Et vous savez certainement que la Chine est un pays qui souffre de nombreux et de très sérieux problèmes environnementaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le recyclage des déchets électroniques fait partie de ces problèmes. Il est un sous-problème parmi d'autres. Je le rangerai, si vous voulez, dans le sous-problème de l'impact environnemental, disons, du recyclage, et puis euh, de l'industrie de manière générale. Voilà, donc ça a un impact sur les sols, sur l'eau, sur l'air. Je vais en parler un peu plus dans 2 minutes. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un lieu emblématique, un lieu que vous avez certainement déjà rencontré dans des comptes rendus médiatiques occidentaux. Si vous avez déjà vu des images de déchets électroniques en Chine, vous avez certainement que ces images avaient été prises dans ce lieu. Il s'agit de la ville de Guiyu, qui se situe donc dans le sud de la Chine. À gauche, vous avez une carte de la Chine de nouveau, avec en vert la province du Guangdong. À droite, vous avez cette même province du Guangdong avec deux carrés, l'un qui correspond PRD, Pearl River Delta. C'est donc la région dans laquelle j'ai fait le plus gros de mon terrain, de mon enquête ethnographique pour ma thèse. À droite, vous avez un autre carré qui correspond donc à l'est de cette province, et c'est là qu'on trouve la ville de Guiyu, dans le Chaoshan. Alors, il s'agit de l'exemple parfait d'une tragédie électronique. Je reprends là, entre guillemets, le titre d'un film documentaire qui était passé sur Arte, où il était question, entre autres, de Gweyu, mais aussi d'autres sites, notamment Agbogbloshie au Ghana. Donc, c'est une ville en zone rurale, donc officiellement rurale, qui regroupe plusieurs villages, et puis qui, entre 1995 et 2015 à peu près, a vécu principalement du recyclage, de la réutilisation et du recyclage de D3A. Donc sur une période d'à peu près 20 ans, enfin un peu plus, mais disons la période vraiment importante, c'est ces 20 ans. Cela a apporté une grande prospérité à Gweyu, ce qui se remarque notamment au fait qu'il a été possible de construire de nouveaux bâtiments, des bâtiments à plusieurs étages, en dur, etc. Il y a eu pendant de nombreuses années énormément de travailleurs migrants qui venaient à Gweyu comme ouvriers. Il y a eu une hausse générale du niveau de vie dans cette région qui était à l'origine principalement agricole et qui est une des régions de Chine connue pour sa pauvreté historiquement, même sa misère on peut dire, et dont beaucoup de Chinois ont émigré à travers les siècles pour aller rejoindre d'autres régions pour chercher de meilleures conditions de vie. Alors, suite à cette activité économique avec les D3E, bien évidemment, il y a eu une forte pollution, pollution de l'air, du sol, de l'eau, des plantes, des corps humains, pollution qui a été documentée par des études scientifiques. Quand on se rend à Gweyu, on remarque tout de suite la présence de plastique, de nombreux plastiques qui n'ont pas été recyclés, qui ont été simplement abandonnés sur place, ici et là, en bordure de champs, etc. Il y a dans les sols donc des métaux lourds, on trouve des traces de retardateurs de flammes très importantes, des niveaux qui sont beaucoup plus élevés que les doses reconnues comme relativement sûres. Et puis, dans l'histoire de Gweyu, vers les années 2000, à partir du début des années 2000, eh bien, Gweyu fait scandale. Ça commence, si vous voulez, le monde en dehors de Chine prend conscience de la situation à Gweyu à travers la parution d'un rapport publié par l'ONG Basel Action Network, aussi connu sous le nom de BAN, rapport publié en 2002. Avant ce rapport, il y a eu quelques comptes rendus déjà de la presse chinoise, de la presse hongkongaise, et donc Gweyu a commencé à faire scandale à partir de là. Il faut dire que la ville c'était une espèce d'énorme capharnaüm, plein de gens, d'ouvriers, plein d'objets, de ces objets de ces D3A qui s'empilaient absolument partout, et puis avec de la fumée, de l'odeur de plastique brûlée partout, etc. Cette réputation sulfureuse de Gweyu poursuit la ville et ses habitants jusqu'à aujourd'hui. Voilà, là il y a quelques images tirées du rapport de Basel Action Network. Donc à gauche, vous voyez un peu l'environnement dans lequel les habitants de Gweyu vivent, mais ça c'est des images qui datent, hein, donc c'est des images plutôt historiques, elles ont quasiment 20 ans ces images.
Et à droite, vous voyez des ouvriers en train de casser de petits moteurs à l'aide de marteaux, moteurs qui ont été brûlés auparavant et dans lesquels se trouvent des fils de cuivre. Donc là, les ouvriers cherchent à récupérer les fils de cuivre. En bas, vous voyez des sacs dans lesquels se trouvent vraisemblablement des circuits électroniques qui vont être cuits sur des plaques afin de récupérer les composants de surface, les micro-composants de surface. Et vous voyez la fumée que ça dégage, fumée toxique bien évidemment. Voilà, donc les D3E et l'activité économique à Gweyu, donc comme je l'ai dit, Gweyu a vécu, la ville entière quasiment a vécu grâce à l'activité économique permise par l'importation de D3E. La source à l'origine était principalement l'étranger, donc si on parle des années 90, des années 2000, il s'agissait véritablement presque uniquement de biens qui venaient de l'étranger. Et quand je dis l'étranger, c'est les pays riches, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie du Nord-Est. Et puis progressivement, eh bien, il y a eu de plus en plus de produits qui venaient de Chine même, de déchets, si vous voulez, qui venaient de Chine même. Et puis à l'heure actuelle, il n'y a plus que ça à Gweyu. Le travail a longtemps été, il est longtemps resté principalement manuel, à l'aide d'outils simples, avec assez peu de machines finalement. Et puis il avait lieu principalement en atelier plutôt qu'en usine, donc des bâtiments de petite taille, avec souvent les familles qui habitaient au deuxième, troisième étage, donc l'atelier au rez, au premier, et puis les familles qui habitaient juste en dessus. De très nombreux ateliers, mais des ateliers de petite taille. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'à Gweyu, il y avait d'impressionnants savoir et savoir-faire collectif, hein, surtout quand on pense au haut niveau de technicité des objets dont on parle, donc des appareils électroniques, là en l'occurrence. Donc il y avait beaucoup de gens à Gweyu qui savaient très exactement ce que contenait tel type d'appareil de telle année, quel était le contenu en métaux précieux, combien on pouvait en tirer, ou alors quelle était la valeur sur le marché des micro-composants qu'on pouvait récupérer et des non-micro-composants, des composants de taille plus importante qu'on pouvait également revendre. On constatait aussi une forte vision du travail avec un haut degré de spécialisation, donc des ateliers qui font souvent une chose ou deux éventuellement sur un type d'objet, et puis une stratégie diversifiée dans le sens où euh, les ateliers essayaient, tentaient, faisaient tout leur possible pour récupérer des composants et pas uniquement des matériaux, d'accord? Parce que, je vais le dire dans 2 minutes, mais la revente de composants permet de faire plus de profit, en fait, de manière générale, que la revente de matériaux. Donc une stratégie diversifiée. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Pendant longtemps, la majeure partie des profits à Gweyu provenait de la réutilisation de composants, donc l'extraction et en anglais salvaging, sauver, récupérer des composants pour pouvoir les revendre, composants qui ensuite atterrissaient dans soit d'autres appareils électroniques, soit des petits circuits électroniques qu'on trouvait par exemple dans des jouets. Et pourtant, le discours dominant sur Gweyu, ou l'attention publique, si vous voulez, c'est toujours porté avant tout et presque exclusivement en fait sur le recyclage, dans le sens de extraction des matériaux. Donc, parenthèse, quand je parle de recyclage dans cette présentation, j'ai toujours en tête ou presque toujours l'extraction des matériaux, pas les questions de réutilisation, d'accord? Il faut savoir que Gweyu avait toute sa place au sein d'un tissu industriel plus large, donc. À proximité, on trouvait et on trouve toujours des usines fabriquant des équipements électriques et électroniques, des jouets et toutes sortes d'autres biens de consommation ou d'autres sortes de produits. Et donc, il y avait une circulation des composants et des matériaux à l'échelle locale et dans certains cas, même au-delà de l'échelle locale, à l'échelle régionale au sein de la Chine, nationale aussi, mais moins, et puis dans certains cas isolés, international, avec des rumeurs que moi, j'ai pas pu vérifier, mais de représentants d'une fonderie japonaise spécialisée dans les D3E qui, à une certaine période, seraient venus faire leurs emplettes à Gweyu en rachetant donc des circuits électroniques à exporter vers le Japon pour qu'ils puissent là-bas être fondus et qu'on puisse extraire les métaux précieux qu'ils contiennent. C'est des images qui sont un petit peu différentes, mais qui datent aussi de Gweyu. Vous voyez la différence avec les images tirées du rapport.
Et je les ai prises là pour montrer que, bon, alors, même si la pollution a été un aspect très important de Gweyu, il y avait aussi cette abondance énorme de biens partout, euh, des, des appareils et des composants, des parties d'appareils qui s'entassent jusqu'au plafond dans les ateliers, qui sont empilés jusqu'à la limite sur des tricycles à moteur, comme en haut à droite, ou qui sont apportés dans des industrial big bags, des grands sacs, qui sont le contenant habituel pour ce genre de marchandises et qui sont stockés comme ça sur la route à l'extérieur. Pendant des années, ces big bags faisaient véritablement partie du paysage de Gweyu. Là, vous avez quelques images des techniques employées pour traiter ces produits. Et là, vous avez une illustration très claire de la réutilisation de composants. Donc, vous voyez à gauche de la réutilisation de composants et du tri aussi en vue du recyclage, de l'extraction des matériaux. Il y a les deux. À gauche, vous voyez simplement le type de station de travail. C'est assez impressionnant de penser que des objets parmi les plus technologiques qui soient à l'heure actuelle, enfin, cette photo, elle date, elle a déjà 16 ans, donc, mais étaient comme ça, désassemblés à la main avec des marteaux, des tenailles, des pinces, des choses comme ça. Et puis à droite, vous voyez, à droite en haut, vous voyez cette photo avec des mains de femmes. Et à gauche, sur cette photo, vous avez un pistolet à air chaud qui en fait permet de chauffer les circuits électroniques, de récupérer les micro-composants, enfin les petits composants qui sont sur ces circuits, et qui sont ensuite là classés dans les petits bols que vous voyez à droite, et qui vont être, pour certains, recyclés, donc ils vont être plongés dans des bains d'acide, des choses comme ça. Enfin, à l'époque, ils l'étaient. Mais pour d'autres aussi, ils vont être testés et revendus, notamment à Shenzhen, Huatiangbei, et ils vont retrouver leur, ils vont bénéficier d'une espèce de nouvelle vie dans d'autres objets, dans d'autres appareils, notamment des jouets. euh, le typique petit chien qui bouge les pattes et qui fait waf, 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 waf. Ce genre de choses, c'était souvent fait avec, en Chine, souvent fait avec des composants de récupération qui sont évidemment moins chers. En bas, vous avez aussi une illustration de ces femmes qui travaillent avec des visseuses qui donc ouvrent les télécommandes et puis en retirent vraisemblablement principalement les circuits électroniques et puis qui vont ensuite revendre le plastique également à d'autres personnes qui sont chargées de le recycler, etc. Vous voyez le type d'outil qui est utilisé avec ce vieux râteau, qui est typiquement un râteau utilisé à l'époque par les gens de Gweyu dans l'agriculture. Alors, une des questions intéressantes, c'est quels sont les facteurs qui ont permis, qui ont conduit à l'émergence de centres de recyclage et de réutilisation des D3E en milieu rural, des centres tels que Gweyu. Il y en avait d'autres en Chine, moi j'en ai étudié un ou deux autres également. Alors, il y a plusieurs facteurs qui méritent d'être identifiés. En Chine, la croissance économique, croissance annuelle du PIB chinois de 10% en moyenne entre 1978 et 2005, ce qui est énorme. Une industrialisation très rapide avec une économie orientée vers l'export de biens manufacturés, une urbanisation très rapide également, l'émergence du consumérisme, etc. Et tout cela, ben, évidemment, ça contribue à des besoins croissants de matières premières. Et les matières premières dites secondaires, euh, dont les D3E, mais aussi les autres formes de déchets recyclables, qu'on appelle scrap de manière générale en anglais, eh bien, représentaient une source intéressante de matières premières pendant longtemps. Il y avait une main-d'œuvre bon marché en Chine également, et puis assez peu de mécanismes de protection de l'environnement, peu de lois et peu d'autorités spécialisées dans ce domaine-là. À l'étranger, on observait un marché limité pour certaines catégories de biens usés ou usagés, ou de déchets si vous voulez, une main-d'œuvre plutôt coûteuse, des mécanismes de protection de l'environnement assez contraignants, et puis un phénomène de rabais sur les prix de l'envoi de marchandises par retour de containers vers la Chine. Alors ça s'explique, comme vous le savez, euh, comme vous le savez, la Chine exporte énormément de marchandises vers l'étranger, en particulier vers les pays dits riches, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, etc. Et en fait, il y a d'énormes bateaux qui portent ces marchandises vers ces pays.
Et puis en fait, ces bateaux doivent avoir un certain poids pour pouvoir naviguer. Et pendant longtemps, et en fait, la question se posait de savoir comment ils pouvaient retourner vers la Chine, puisqu'ils doivent retourner vers la Chine pour aller rechercher d'autres marchandises, s'il n'y a pas de choses à exporter de ces pays-là, des pays riches donc. Et alors, c'est pour ça que, en fait, le prix de l'envoi de matériel, n'importe quel matériel, de marchandises, depuis ces pays était tout à fait intéressant parce qu'il fallait absolument remplir les bateaux pour qu'ils puissent repartir. Donc, il y avait des rabais énormes et en fin de compte, envoyer des déchets valait la peine économiquement pendant très longtemps. Voilà, là, je donne juste quelques chiffres donc, qui ne sont pas extrêmement récents, mais je viens de réaliser qu'il n'y a pas de date sur le tableau de gauche, malheureusement. Et je n'ai pas. Ah si, ben, ça doit être à peu près. Ça s'arrête en 2016, pardon. Si. Donc vous avez là les importations de déchets en tonnes, en millions de tonnes, euh, de 1995 à 2016, selon UN Comtrade, avec les compositions. Donc vous avez énormément de papier, passablement de métal, un peu de plastique et puis autres. Euh, à droite, vous avez euh, les données de l'exportation de US scrap, donc déchets recyclables de provenance américaine vers la Chine pour 2016. Et vous voyez que les quantités sont considérables et les montants sont considérables aussi. Donc, notamment, malheureusement, je n'arrive pas à voir les chiffres parce que Webex, j'ai les images de mes confrères là en haut et puis je ne vois pas les chiffres, mais je vous laisse regarder vous. Je vous donne ces chiffres en fait pour que vous puissiez vous faire une idée de la taille de ce commerce transnational de déchets dont les D3E faisaient partie. En bas, vous avez des milliers et des milliers de téléviseurs. Je montre cet exemple euh, pour une simple raison, c'est que les téléviseurs, pendant longtemps, et jusqu'on va dire en 2010 à peu près, ces gros téléviseurs à tube cathodique n'étaient plus du tout désirés en Europe et aux États-Unis et au Japon, etc. Donc il y en avait énormément qui étaient jetés ou abandonnés par leurs propriétaires dans ces régions. Mais en fait, c'est des téléviseurs qui sont très solides et pour lesquels il restait un marché important dans les régions plus pauvres de la planète. Et donc pendant des années, la Chine a racheté des milliers, des millions de téléviseurs aux pays riches pour récupérer les tubes cathodiques et les réinsérer dans des téléviseurs un peu modifiés, si vous voulez, qui ensuite étaient destinés vers les marchés africains, sud-asiatiques, etc., etc. Donc une partie de ces D3E qui était destinée au recyclage, mais une partie aussi destinée à la réutilisation. Et cette partie-là, on en parlait nettement moins, on en parle toujours nettement moins. C'est pour ça que j'essaie de faire un peu une contrepoids, si vous voulez, avec ma présentation pour souligner l'existence de ce marché-là également. Alors là, je vais juste avoir un petit problème à vous lire cette citation si j'arrive pas à... Je vais quitter le mode plein écran si vous voulez bien, en 2 minutes. Voilà, donc c'est une citation du reporter américain spécialiste de la question du recyclage en Chine et dans le monde de manière générale, qui a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle Junkyard Planet en 2013, publié en 2013. Et donc, comme l'affirme Adam Minter, China is both the largest exporter of new goods to the United States and the largest importer of American recycling. When China stops buying American recyclables, those recyclables start to flow to landfills. It happened on a large scale in 2008 when Chinese factories shut down in the wake of the global financial crisis. Et c'est arrivé à nouveau beaucoup plus récemment, comme je suis sûr que vous l'avez déjà entendu en 2018. Je vais revenir là-dessus. Donc une interdépendance entre la Chine et les États-Unis, mais de manière plus générale, la Chine et les pays riches au niveau de ce commerce transnational des déchets recyclables. Je souligne qu'on parle là véritablement de déchets recyclables, du moins en partie, du moins potentiellement ou en théorie, avec tout, si vous voulez, toutes les nuances que cela appelle, mais on ne parle pas de déchets qui sont universellement considérés comme non recyclables
du type qui ont défrayé la chronique avec les affaires du Probo Koala, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces bateaux qui déversaient des quantités de déchets toxiques dont personne n'avait intérêt à faire quoi que ce soit. Euh, donc des bateaux qui cherchaient à décharger ces déchets dans des pays où il n'y a pas les structures étatiques de contrôle nécessaires pour éviter ce genre de phénomène. On ne parle pas de ça ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé jusqu'à présent l'imparfait principalement pour parler de Guéhu? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu énormément de changements récents et des changements profonds. Il y a eu récemment des changements profonds. Euh, un de ces changements principaux, c'est la création d'un grand parc industriel en 2015. La construction de ce parc avait déjà été annoncée en 2004. Donc, je vous rappelle, 2004, c'est relativement tôt après l'apparition du scandale Guéhu. Et là, donc, la réaction de Pékin était de dire on va faire de cet endroit une base de démonstration sur le recyclage. Donc, si vous voulez, un modèle de recyclage. Mais cela n'a pas eu lieu pour diverses raisons. Je ne peux pas tellement rentrer dans les détails, mais ça n'a pas eu lieu pendant 10 ans. Et c'est finalement en 2015 que la construction du parc commence. Il faut savoir que ce parc est géré par les autorités locales, il est dépendant du gouvernement provincial et il abrite des entreprises qui font partie de grands groupes industriels qui sont aux mains du gouvernement central. Donc vous avez ces différents échelons de gouvernement chinois. Donc c'est une structure qu'on pourrait appeler publique ou en tout cas très très proche de l'État. En fin 2015, les ateliers qui se trouvaient donc à travers la ville de Guéhu ont été obligés de rejoindre le parc, obligés légalement, et ceux qui ont continué d'opérer en dehors ont été fermés de manière forcée. Il faut savoir que grand nombre d'ateliers, peut-être la plupart des ateliers, n'avaient pas les moyens de rejoindre le parc parce que cela impliquait de payer des impôts, de payer des taxes, de payer un loyer, etc., qui étaient tous assez élevés, et donc ils ont dû fermer définitivement. Dès 2016, par conséquent, on constate un ralentissement très prononcé de l'activité économique et, par conséquent aussi, de la pollution environnementale en dehors du parc et donc à Guéhu de manière générale, puisque la plupart de l'activité économique avait lieu jusque-là en dehors du parc. Il y a une quasi-disparition des travailleurs migrants qui étaient quand même, qui étaient quand même à peu près 100 000 aux alentours de justement 2000-2005. Et là, il n'y en a plus que quelques milliers à mon dernier passage à Guéhu en 2018. C'était clair qu'il en restait vraiment plus qu'une petite fraction. Et puis, ben, il y a un questionnement important sur l'avenir de la ville qui, pendant des décennies, dépendait de ses activités avec les D3E et qui n'a pas encore véritablement trouvé de nouvelle industrie. Donc, on peut dire que les habitants de Guéhu respirent enfin et pas des odeurs de plastique et des fumées de plastique brûlé. Mais le problème, c'est que beaucoup n'ont plus de revenus, ou en tout cas peinent à créer un revenu. Voilà, donc là, vous avez des photos en haut à gauche du plan d'origine du parc, à une époque où le parc n'existait pas, c'était en 2014, et puis tout ce qu'il y avait, c'était une espèce de terrain vague. Ensuite, à mon passage en 2018, donc c'est la photo en bas à gauche, vous avez véritablement un grand parc industriel qui n'avait rien à voir avec les ateliers que vous pouviez trouver à l'extérieur, en tout cas au niveau de l'infrastructure, où là vous pouvez voir un peu des installations de contrôle de pollution. Mais tout de même, là à droite, la photo de droite, c'est lors de mon passage en 2016. Alors il faut savoir qu'en 2018, j'ai demandé l'autorisation à pouvoir pénétrer dans le parc, autorisation qui m'a été refusée. La photo, je l'ai prise depuis l'autoroute que vous voyez sur le plan ci-dessus, donc sur le plan officiel d'en haut à gauche. J'ai dû monter sur l'autoroute pour pouvoir prendre des photos du parc, pour me faire un peu une idée de ce qui se passait à l'intérieur et tout, parce que j'avais pas le droit officiellement d'y rentrer. Et à droite, c'était lors d'un passage en 2016 où j'ai remarqué qu'il y avait encore beaucoup de pratiques manuelles. Il y avait encore, la plupart des techniques étaient reposées encore sur la force manuelle, d'accord? Ici en haut à gauche, vous avez une photo d'une descente de police qui vient fermer un atelier vraisemblablement avec la justification de pollution.
Donc c'était toujours, tous les ateliers ont fermé parce qu'ils étaient polluants. Quoi qu'aient été leurs activités, j'ai interviewé notamment un jeune garçon, un jeune homme qui lui faisait du démantèlement de lecteurs CD, qui en fait ne faisait que casser ses lecteurs CD pour ensuite trier les différentes parties, les différents composants. Lui-même, il ne générait pas particulièrement de pollution, enfin, il faisait ça sur un sol dur, etc., etc. Mais il a été fermé pour pollution, il a fait recours devant un tribunal parce qu'il trouvait que ce n'était pas justifié, et puis le recours n'a pas été accepté, il a été condamné à une énorme amende, et il a dû payer, faire de la prison même, et ensuite il s'est réorienté dans le commerce en ligne de sous-vêtements pour femmes. En bas, vous avez une photo d'une rue déserte, une rue de Gweyu, où beaucoup d'ateliers ont fermé, et puis il manque ces fameux big bags, il manque le bal incessant des tricycles à moteur, il manque tous les ouvriers, tous les travailleurs migrants, etc., etc. Et à droite, vous avez une photo de Gweyu, qui est en fait la photo de la même rivière que vous avez vue avant, qui était en arrière-plan sur la photo de la dame qui nettoyait son poisson. Rivière qui maintenant a été considérablement nettoyée et sur laquelle il n'y a plus d'activités. À l'époque, il y avait des activités de acid stripping, des bains d'acide. Voilà, donc maintenant on va passer à une analyse des politiques publiques chinoises et de leur évolution dans le temps. Alors il faut savoir que les D3E ont été interdits à l'importation légalement très tôt en Chine. Il y a une première loi interdisant l'importation de D3E qui est adoptée en 2000. Et puis, cette loi n'est pas accompagnée d'une justification officielle, mais il y a de fortes chances, il y a des raisons de croire que la raison, à l'époque en tout cas, la raison principale, c'était de soutenir les ventes d'équipements électriques et électroniques neufs produits en Chine. Quelle est la réflexion là derrière? Eh bien, à l'époque, les importations comportaient de nombreux appareils usagés, mais qui étaient donc réparables, qu'on pouvait remettre à neuf et qu'on pouvait revendre sur le marché de la deuxième main. Or, à cette même époque, il y a il y a de nombreuses entreprises en Chine, dont des grosses entreprises, dont des entreprises aux mains de l'État, qui cherchent à augmenter leur propre production d'appareils similaires. Et donc, le marché de la seconde main, qui est tout à fait, qui est de taille à l'époque en Chine, eh bien, les dérange. Et c'est certainement pour ça que cette première loi a été adoptée. Donc, il n'y a pas encore de justification environnementale à ce niveau-là. Ensuite, dans les années qui suivent, le catalogue des objets couverts par l'interdiction est étendu plusieurs fois, jusqu'à atteindre 55 catégories de produits, donc c'est assez considérable. Mais pendant des années, il y a un manque d'exécution. Par conséquent, les flux matériels continuent de rentrer en Chine sans problème, ou en tout cas sans trop de problèmes. Et là, il y a tout à fait lieu de parler de contrebande. Dès 2012, toutefois, la posture des autorités chinoises devient beaucoup plus sévère. En 2012, donc, le gouvernement central adopte une loi qui détaille les amendes en cas de contrebande, en cas d'importation donc de D3E. Il y a aussi la mise en place d'opérations impliquant plusieurs ministères, notamment les douanes, le ministère de la protection environnementale, d'autres ministères, je ne vais pas faire toute la liste. Deux de ces opérations ont été particulièrement couvertes par les médias occidentaux. La première s'appelle Barrière verte, je traduis directement du chinois. Et puis la deuxième, Épée nationale. Enfin là, je traduis directement de l'anglais parce que le nom chinois il est un petit peu plus long, mais elle était connue comme donc National Sword en anglais et la première Green Fence. Donc là, par contre, le motif officiel, cette fois-ci, c'est la protection de l'environnement, avec une reprise très claire du discours du dumping environnemental. Donc la Chine se plaint d'être victime de dumping environnemental et diabolise cette nouvelle catégorie dont il est question à partir de ces années-là, de Yangladi, qui sont les déchets étrangers. Donc la traduction littérale, c'est déchets d'outre-mer. Donc diabolisation des déchets d'outre-mer. L'effet pour les D3E, c'était la fin progressive de la contrebande de D3E et donc une interruption des flux matériels. Les D3E cessent d'arriver en Chine.
et ce qui oblige les gens à Gweyu à remettre en question leur modèle d'affaires, puisque le modèle d'affaires était principalement dépendant des importations de D3E. Et donc, Gweyu et les autres centres de recyclage ruraux démarrent une période de questionnement, une période de vache maigre, on pourrait dire, qui va durer jusqu'à aujourd'hui et qui ne cesse d'empirer ou ne cesse d'empirer. Là, vous avez donc des dessins de presse. Je dois avouer que j'ai un petit faible pour les dessins de presse, donc j'ai tendance à les collectionner. En haut à gauche, c'en était un qui était sorti à l'occasion de Green Fence. Vous avez donc ce bateau qui transporte des containers et un citoyen visiblement britannique. Sur les containers, il est marqué Young Laddie, qui est donc ces déchets d'outre-mer. Vous voyez les petites mouches aux alentours, donc ça vous indique que c'est sale, c'est pas bon, il faut, etc. Ce sont des déchets. Et puis vous avez le petit drapeau qui dit Roedia, qui veut dire retourner à la maison. Donc voilà, les déchets britanniques en l'occurrence ne sont plus acceptés et le bateau doit faire machine, doit retourner sur ses pas, retourner en Grande-Bretagne. En dessous, vous avez un dessin qui était sorti à l'époque de National Sword, et donc il représente deux personnages. Celui de droite, il est habillé dans une espèce de costume traditionnel chinois, du moins, là, je pense que c'est comme ça que les Américains... c'est une façon de dire, celui-ci, il est clairement chinois. Il porte une épée du nom de l'opération, et puis à gauche, vous avez certainement un businessman américain actif dans le domaine du recyclage qui demande How long you think you'll keep that edge sharp? Combien de temps est-ce que vous pensez que vous allez garder cette lame aiguisée? Donc combien de temps est-ce que l'opération va durer? Parce que c'était vraiment problématique pour les businessmen américains qui avaient l'habitude d'exporter une grande partie de leurs déchets. À droite, vous avez des employés des douanes chinoises qui vérifient les contenus de ce qu'on appelle des bales, des chargements là il s'agit de bouteilles en PET, sauf erreur, qui sont donc qui se présentent sous forme de gros blocs. Voilà, donc il y a eu des changements récents aussi dans ces politiques publiques. Vous avez tous certainement entendu parler de l'interdiction d'importer 24 catégories de déchets recyclables qui a été annoncée par le gouvernement chinois, le gouvernement central, donc en juillet 2017, et puis qui est entrée en vigueur en janvier 2018. On voit un problème avec... voilà. Donc, parmi ces 24 catégories de déchets recyclables, on trouvait beaucoup de plastique, et c'est la raison pour laquelle j'en parle maintenant, puisque parmi ces plastiques, on trouvait aussi les plastiques présents dans les D3E, qui, eux, pouvaient continuer à être envoyés en Chine du moment qu'ils étaient triés, nettoyés, etc., et qu'il n'y avait que les plastiques, si vous voulez. Donc, les effets généraux de cette interdiction, eh bien, c'était l'impossibilité pour les pays riches de continuer d'exporter leurs déchets vers la Chine, ce qui a entraîné une chute des prix, une mise en décharge d'une bonne quantité de ces déchets dans les pays d'origine, etc. Il y a eu l'apparition de nouveaux débouchés, notamment en Asie du Sud-Est, où de nombreux pays, notamment la Thaïlande, la Malaisie, ont été amenés à accepter les flux chinois. Et puis il y a des activités de recyclage au sein de ces pays se sont beaucoup développées et très rapidement. Et j'aimerais juste noter au passage que les produits recyclés dans ces pays-là sont en grande partie réexportés vers la Chine, puisque les besoins de matières premières restent en Chine. Et c'est le cas notamment des granules de plastique, et en particulier des granules de plastique qui sont produits à base de plastique provenant des D3E. Un effet particulier donc, concernant les D3E, c'est l'impossibilité d'exporter les plastiques triés provenant des D3E vers la Chine, comme je viens de le dire. Le motif officiel de ce renforcement d'un cran de plus, j'ai envie de dire, c'est de nouveau la protection de l'environnement, avec cette reprise du discours sur le dumping environnemental. Mais il y a aussi des motifs officieux, ou disons un peu moins officiels, qui pourtant pourraient être les motifs principaux, qui sont en tout cas très importants, donc aussi importants si ce n'est plus que la protection de l'environnement, mais dont on a très peu parlé, en tout cas à l'étranger, et en Chine aussi relativement peu. Donc ces motifs-là, le premier, c'est moderniser la gestion des déchets solides, dont les D3E, donc pousser les entreprises chinoises à véritablement se moderniser, et améliorer la collecte et le tri des déchets recyclables au niveau national, en particulier dans
dans les grandes villes chinoises. Alors, quel est le mécanisme là? C'est que en interdisant les importations, on crée une pénurie de déchets recyclables, ce qui va donc augmenter les prix, ce qui rend la valorisation des flux internes de déchets plus profitable, ce qui va mener à une meilleure valorisation, pardon, et ce qui va réduire la surabondance de déchets au sein du pays et par conséquent aussi réduire le nombre et la gravité des problèmes sociaux et environnementaux. Donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne de raisonnement et il y a là des facteurs véritablement internes à la Chine qui sont très importants et dont il faut prendre compte pour comprendre cette mesure qui a été adoptée en 2017 et qui a été suivie. Donc il y a une mesure qui a été adoptée en 2017, mais qui a été suivie après d'autres mesures qui ont fait un peu qui ont moins fait les titres, euh, qui ont été aussi relativement importantes. Et en fait, si vous voulez, si on regarde la chose dans son ensemble, c'était à chaque fois un cran de plus, ça se resserrait à chaque fois d'un cran de plus, euh, tout en sachant qu'il y a eu des petits moments de relâche avec notamment des autorisations un peu au compte-gouttes qui ont été distribuées comme ça à des recycleurs qui acceptaient de travailler avec les autorités ou avec certaines entreprises qui elles-mêmes travaillaient avec les autorités. J'aimerais juste faire deux remarques à propos de ces récents développements. J'aimerais juste que vous soyez conscient que il est souvent question dans les médias des chargements, des cargaisons de déchets qui sont particulièrement sales ou mixtes ou contaminés. Mais en fait, il faut savoir que dans l'ensemble, les déchets qui étaient importés en Chine de l'étranger étaient de relativement bonne qualité, dans le sens où ils avaient des taux de contamination qui étaient assez bas. Il faut savoir que durant l'opération Green Fence, par exemple, il n'y a qu'un infime pourcentage des containers ouverts et vérifiés par les douanes chinoises qui ne respectaient pas les normes. Donc, donc dans l'ensemble, il ne faut pas avoir une image de ce commerce comme étant véritablement, on fait qu'envoyer des poubelles non triées à nos amis chinois, parce que c'était pas vraiment le cas. Et il y avait des déchets qui étaient de très grande qualité et recherchés par beaucoup de recycleurs, notamment les plastiques des D3E venant de l'étranger contenaient des plastiques de type ABS et des choses comme ça qu'on trouvait beaucoup moins ou moins couramment en Chine, qui étaient plus chers, etc. Donc voilà, cette idée que les déchets importés étaient souvent de meilleure qualité que les déchets locaux, surtout que les déchets locaux, il fallait encore les collecter, les trier, les nettoyer et faire tout ce qui avait parfois été fait déjà à l'étranger. Le manque de déchets recyclables à l'heure actuelle en Chine implique la nécessité d'accroître la production de matières premières. C'est le cas notamment au niveau des plastiques. Il faut produire plus de résine vierge et donc on a un impact environnemental qui est tout à fait important aussi à ce niveau-là. Impact environnemental qui se réalise en partie en Chine dans dans les grandes usines pétrochimiques qui sont aussi source de risques et source de pollution, etc. Donc il y a, si vous voulez, un effet un peu paradoxal ou de ces politiques publiques. On pourra revenir là-dessus après dans la discussion. Là, je vous ai mis à gauche un petit tableau, un petit graphe pour que vous compreniez un peu à quel point les flux se sont resserrés. Donc là, il s'agit des déchets plastiques, des exportations vers la Chine. J'ai entouré donc Chine et Hong Kong parce qu'Hong Kong servait en grande partie de plaque tournante pour les réexportations vers la Chine. Et puis à droite, vous voyez le même petit rond rouge, eh bien, les flux se sont nettement réduits et au contraire, par comparaison, les flux de la Malaisie, du Vietnam, de la Thaïlande, eux, se sont beaucoup crus. À droite, vous avez de nouveau un de ces petits dessins animés que je ne commenterai pas parce qu'il est du même ordre que les autres, ceux qu'on a vus précédemment. Puis en dessous, encore une autre de ces BD qui était sortie dans un magazine des recycleurs de plastique américain. Remember when you said you'd used recycled content if there was only more of it? Yeah. Well, I've got about £1 billion that won't be going to China this year. Voilà, juste pour vous rendre attentif au fait qu'il y avait vraiment des quantités énormes dont les gens ne savaient pas quoi faire dans le business. Alors intéressons-nous un petit peu maintenant à cette catégorie des D3E et à leur matérialité. J'ai envie de dire que les D3E ne sont pas des déchets comme les autres.
sont souvent des déchets qui sont particulièrement recherchés en raison de leur valeur, c'est-à-dire en raison des profits qu'on peut faire quand on commence à les réutiliser, à les recycler, etc. Contrairement, je dirais, à des déchets comme le papier ou le plastique, enfin les plastiques, si vous voulez, d'emballage et des choses comme ça. Donc, une question importante à se poser, c'est quel quand est-ce qu'on parle de recyclage et quand est-ce qu'on parle de réutilisation? Quel est le pourcentage, si vous voulez, de ces appareils qui sont recyclés et quel pourcentage qui sont réutilisés? C'était très difficile à dire, mais ça vaut la peine de se poser la question et d'essayer de le découvrir. Il faut savoir qu'en Chine, pendant de nombreuses années, il y avait un très important, un très conséquent secteur de la réutilisation. Je dirais en tout cas jusqu'au milieu des années 2010. Moi, j'ai fait mon terrain entre 2014 et 2016 principalement, et là, j'ai tout à fait pu l'observer. Après, je ne prendrai pas trop de risques parce que la réalité change très très vite en Chine, et donc savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle en 2020, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de retourner étudier ça en particulier. Je suis retourné étudier Guiyu en 2018, mais pas ça. Donc, qu'est-ce que j'entends par réutilisation? Eh bien, tous les phénomènes de revente directe, donc le marché de la deuxième main, les phénomènes de réparation, de remise à neuf, d'extraction de composants qui vont ensuite être introduits dans des appareils soi-disant neufs. Un des exemples que j'ai étudié, c'est le marché des smartphones haut de gamme de Shenzhen Huatiangbei. Alors, c'est tout à fait passionnant. J'ai écrit un article à ce sujet. Vous le trouverez, vous trouverez la référence dans la bibliographie. Donc, Shenzhen, c'est une des plus grandes villes de Chine, hein. C'est juste à côté de Hong Kong. Et à Shenzhen, vous avez un quartier qui s'appelle Huatiangbei, qui est spécialisé dans l'électronique. Et à Huatiangbei, vous avez plusieurs bâtiments avec des milliers de petites échoppes et ateliers qui sont spécialisés ou qui étaient spécialisés en tout cas jusqu'à 2015-2016, dans les smartphones haut de gamme, donc en particulier les iPhones d'Apple et les Galaxy S de Samsung. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait dans de nombreux pays riches, il y avait des systèmes de récupération, de récolte des appareils défectueux ou des appareils de deuxième main ou des appareils, comment ils appellent ça, les 14 days aux États-Unis, donc des appareils qui sont retournés par le consommateur parce qu'il n'en veut plus, tout simplement, mais qui fonctionnent bien. Et puis tous ces appareils, en fait, étaient canalisés vers Hong Kong, vers des entreprises spécialisées qui organisaient des ventes aux enchères 3 fois par semaine pour l'une d'elles que j'ai visitée. Et puis là, vous avez des acheteurs chinois de Shenzhen qui vont à Hong Kong, qui se rendent sur place, qui achètent, enfin qui se rendent sur place ou qui achètent à distance, et qui achètent ces cargaisons de smartphones abîmés, usagés ou de deuxième main, etc., qui les font passer la frontière, le plus souvent à l'époque en contrebande, et puis qui étaient, si nécessaire, désassemblés à Shenzhen et réassemblés en partie avec des composants qui sont des copies de composants originaux, ou alors simplement remis à neuf, ou si vous voulez réparer, etc. Et revendus à travers la Chine et à travers le monde. En règle générale, comme je l'ai dit plus tôt, il y a plus de profit lorsqu'on s'intéresse à la fonction d'un appareil plutôt qu'à la composition. Donc, lorsqu'on cherche à préserver la fonction, on arrive à faire plus d'argent en revendant cet appareil plutôt que lorsqu'on ne bénéficie que de la composition, donc lorsqu'on fait que de l'extraction des matériaux. C'est pourquoi le marché du smartphone de Shenzhen Huatiangbei était un endroit très très profitable. Euh, il faut savoir que donc, enfin, c'est une constatation à laquelle je suis parvenu dans mon terrain en Chine. La qualification de déchets à propos des D3E ne va pas de soi, et de nombreux acteurs enfin, que j'ai étudiés, avec lesquels j'ai mené des entretiens, etc., ne parlaient jamais de déchets, alors qu'ils étaient, si vous voulez, entourés de ce type d'objets. Pour eux, c'était des marchandises. Ils ne voyaient pas la dimension déchet, et j'ai envie de dire à raison, parce qu'ils n'étaient pas forcément concernés par cette dimension-là. Ils ne faisaient pas forcément du recyclage, ils ne créaient pas forcément énormément de déchets. Donc voilà, il faut être conscient du fait qu'il y a certains acteurs qui emploient cette terminologie avec certaines raisons et d'autres pas, qui l'évitent ou qui la trouvent simplement pas pertinente. Une contradiction des politiques publiques. En Chine, on observe un discours écologiste de la part des autorités publiques, je vais revenir là-dessus, mais si on regarde ensuite quelles pratiques elles promeuvent, eh ben, on constate que la hiérarchie des 3 R, donc réduire,
réparer et ensuite recycler si les autres options ne sont pas disponibles. Cette hiérarchie est renversée et les lois chinoises sur les D3E promeuvent le recyclage en premier. C'est très clair, notamment avec le fait que les recycleurs officiels obtiennent une subvention et ils ne l'obtiennent que pour les appareils qui ont été détruits. Ils ne l'obtiennent pas pour les appareils qui seraient remis à neuf ou réparés, etc. Gardez à l'esprit que le recyclage, contrairement à la réutilisation, est compatible avec une croissance de la production et de la consommation. Donc, si vous avez cette idée d'économie circulaire, une économie circulaire, certes, mais toujours avec des cercles qui deviennent toujours de plus en plus grands. Et le recyclage est compatible avec ça, et c'est une des raisons pour lesquelles les politiques publiques promeuvent le recyclage et pas la réutilisation en Chine. Il y a un soutien gouvernemental pour la modernisation de l'industrie nationale du recyclage, mais il n'y a absolument rien pour tous les petits acteurs qui font de la réutilisation. Petits et moins petits, mais c'est généralement des petits acteurs. Alors voilà quelques images tirées de mon terrain à Canton. À gauche, vous avez un récupérateur spécialisé dans les appareils électroniques. Qui à l'époque, il allait, donc c'est ce genre de personnes qui allaient dans les quartiers résidentiels, dans les petites ruelles, et qui récupéraient tous ces types d'appareils électroniques. Là, c'est un écran d'ordinateur un peu vieux. Je pense que celui-ci, peut-être qu'il a dû quand même finir par être recyclé. Mais il pouvait récupérer des choses beaucoup plus récentes pour lesquelles il y avait encore une demande, etc. À droite, en haut, vous avez un espace sur le trottoir qui est occupé par un collecteur de déchets, donc de manière générale, quelqu'un qui collecte absolument tous les types de déchets. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur son espace, là, il n'était pas là ce jour-là, mais c'est un endroit où vous pouvez aller en tant que résident, vous pouvez aller le chercher pour qu'il vienne à la maison racheter vos déchets et déchets recyclables. Donc. Et là, il n'était pas là ce jour-là, mais quand j'ai pris ce cliché, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une priorité pour les D3E. Et la raison principale, c'est que pour beaucoup de ces D3E sont réutilisables, réparables, et donc il y a plus de profit à faire avec ça qu'avec 3 kilos de vieux papier ou une demi-douzaine de bouteilles de PET, etc. Donc pour le même temps de travail, ils gagnaient plus d'argent, donc ils cherchaient vraiment à mettre la main sur ce type d'appareil. En dessous, vous avez un magasin de deuxième main à la périphérie de Canton, dans une région où il y avait passablement de travailleurs migrants, une région qui s'appelle un village urbain. Euh, donc c'est le type d'endroit où les gens qui veulent acheter des appareils à bas prix, là il s'agit surtout de téléviseurs et de réfrigérateurs, de choses comme ça. Donc des endroits où les gens qui ont des faibles moyens, qui ont peu de moyens, peuvent aller se fournir. À gauche, vous avez un petit atelier, et là vous voyez la vision entière de l'atelier. Donc, hein. Un petit atelier de réparation dans un quartier traditionnel, ancien quartier résidentiel de Canton, c'est là que j'habitais. À droite, vous avez un autre de ces ateliers. C'est assez peu ordonné. Enfin, celui-ci était particulièrement bordélique, si vous me permettez. Mais voilà, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y en avait 17 à proximité de l'endroit où j'habitais. Donc vous vous rendez compte de les possibilités énormes de faire réparer vos appareils. Ça, c'était donc pour les ménages principalement. Il y avait aussi quelques commerces, mais pas beaucoup dans ce quartier. En bas, c'est une espèce de carte de visite d'une entreprise, bizarrement semi-publique, on dirait, alors que la plupart étaient privées, mais qui propose ce même genre de service. Carte qui était laissée sur les portes des appartements. À gauche, un autre de ces ateliers. De nouveau, vous voyez presque tout l'atelier. Le propriétaire de l'atelier à l'ouvrage chez moi en train de remplacer un composant de mon climatiseur. À droite, vous voyez un atelier spécialisé, celui-ci, dans les laptops, donc dans les ordinateurs portables. Alors, ce type d'atelier n'était pas partout dans la ville, il était généralement dans les grands centres de vente de matériel électronique. Et il y avait toujours à Canton un ou deux bâtiments qui étaient, enfin là en l'occurrence dans ce quartier, il y en avait trois bâtiments pleins d'ateliers et de réparateurs spécialisés dans les téléphones portables, dans les caméras, dans les ordinateurs portables, etc. Donc là, c'était vraiment dans les marchés de l'électronique. Il y avait 3 ou 4 marchés de l'électronique comme ça à Canton. À gauche, c'est une photo d'un jeune réparateur en train de travailler sur un téléphone. Il remplaçait un écran, sauf erreur.
Et puis, donc vous voyez comme le travail est fait véritablement à la main sur des appareils qui sont très très techniques, de plus en plus, qui ont un très haut degré de technicité, de plus en plus haut d'ailleurs. Ce qui était tout à fait impressionnant, c'est qu'à l'époque où j'ai pris cette photo, je crois que l'iPhone 6S était sorti, sauf erreur, et ils n'avaient pas encore craqué, entre guillemets, l'iPhone 6S, mais le 5S n'avait déjà plus aucun secret pour eux, ils pouvaient tout, quasiment tout faire, quoi, tout réparer, tout changer. Euh, Absolument tout changer, quoi. Refaire un iPhone 5S de la tête aux pieds. À droite, vous avez une petite publicité pour de la vente en gros et au détail de cartes mères d'iPhone de génération 4, 4S, 5, 5S. Donc ça a été pris à l'époque, hein, je vous parle de 2015-2016. En bas, vous avez deux composants qui sont, sauf erreur, peut-être qu'il y en a un qui est original, et maintenant je me souviens plus, mais il y en a un qui est original et l'autre qui est une copie de qualité, comme on les appelle, ou alors ce sont peut-être deux copies, une de plus ou moins meilleure qualité que l'autre. Mais pour vous montrer que donc dans cette industrie sur ce marché de la remise à neuf, il y a également le besoin pour des pièces de rechange, et ces pièces de rechange, on peut les trouver à différents niveaux de qualité. Et donc, il y a aussi toute une industrie qui s'est développée à Shenzhen pour fabriquer de la pièce de rechange. Voilà. Ça, c'est à quoi ressemble un étage d'un bâtiment à Shenzhen Huatiangbei. C'est déjà gigantesque, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de fumée, il y avait beaucoup de fumée. Et puis, tout allait très vite. La plupart des gens que vous voyez dans les couloirs, ce sont des acheteurs qui viennent de la Chine entière, qui viennent se fournir là en appareils, donc en smartphone, qui vont ensuite renvoyer chez eux et revendre dans leur région de Chine sur différentes plateformes. Donc pour savoir, à Huaqiangbei, il y avait à peu près une douzaine de bâtiments comme ça, chacun de plusieurs étages, entre 2 et 7 étages. Et chaque étage est absolument gigantesque. Et chaque petite boutique que vous voyez là, donc à peu près là, chaque fois que vous voyez une personne derrière un stand, enfin derrière une vitrine, voilà, c'est une boutique. Là, c'est surtout des vendeurs, pas tellement des réparateurs ou des gens qui remettent à neuf. Voilà, alors je vais vous parler juste d'un cas particulier, d'un cas d'étude, c'est celui des écrans plats. Donc voilà quelques photos que j'ai prises. Celle de gauche, en haut à gauche, c'est une photo qui a été prise dans une usine de recyclage de D3E en Suisse. Donc vous voyez que le type d'appareil dont on se défait en Suisse, c'est parfois des appareils qui ne sont pas si anciens que ça. Là, il s'agit d'écrans plats. Donc déjà, les écrans plats en soi ne sont pas si anciens que ça. Et puis, je crois que c'est même pas des écrans plats de première génération. Donc, c'est deuxième, troisième génération. Dans ces écrans plats, vous trouvez ce qu'on appelle des dalles. C'est la deuxième photo, la photo du dessous. Et ces dalles, pour une bonne partie de ces dalles, sont en fait encore tout à fait utilisables. Elles sont encore en bon état. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui récupéraient ces dalles et les envoyaient vers Hong Kong. Beaucoup d'entreprises à l'étranger, donc dans les pays riches, qui envoyaient ces dalles vers Hong Kong, ce qui en soi, sauf erreur, n'est pas illégal. Envoyer vers Hong Kong, c'est pas illégal. Importer en Chine continentale, oui, ça l'était. Et néanmoins, ces dalles, pendant en tout cas de nombreuses années, ont trouvé leur chemin vers la Chine continentale où, et là c'est la photo de droite, elles ont été utilisées pour fabriquer des nouveaux appareils. Là, il s'agit d'un téléviseur qui est assemblé avec une coque neuve et différents composants neufs, mais une dalle d'occasion, une dalle qui a été récupérée sur le genre d'appareil que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Voilà une photo de la foire de Canton, un événement qui a lieu, j'ai un doute maintenant, 2 ou 3 fois par année, en tout cas 2 fois par année, et qui euh, attire des millions et des millions, enfin des millions, oui des millions, pas des millions et des millions, mais des millions d'acheteurs du monde entier. C'est absolument impressionnant. Il y a, il y a 3 phases, chacune d'une semaine, où des halles bien plus grandes, plusieurs fois plus grandes que notre Palexpo, par exemple à Genève, sont absolument remplies à ras-bord de stands d'entreprises chinoises qui vendent toutes sortes de produits. Et notamment, l'électronique occupe une place très importante. À droite, vous avez un autre de ces écrans qui a été produit par une autre entreprise, mais aussi, je me suis renseigné, avec une dalle de deuxième main, une dalle réutilisée. Et ce type d'appareil est ensuite revendu à des acheteurs qui viennent notamment à la foire de Canton
des acheteurs d'Asie du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, etc., etc. En bas, vous avez ce même type d'appareil vendu cette fois-ci sur Taobao, qui est un site de vente en ligne très populaire, enfin qui était très populaire à l'époque, en tout cas en Chine, vendu à un prix très raisonnable et qui sera vraisemblablement envoyé dans une région de Chine où il y a peut-être un pouvoir d'achat moindre par rapport à Canton ou Shenzhen, etc. Là, vous avez par contraste les entreprises qui sont promues par les politiques publiques, qui sont reconnues, qui parviennent à obtenir une licence. Il s'agit d'entreprises qui possèdent des très grandes usines. Là, vous voyez juste une halle de stockage des biens d'une seule de ces entreprises. C'est même pas la plus grande, c'est même pas la plus grande halle dont j'ai connaissance. À droite, vous voyez que en haut à droite, il y a quand même passablement de travail qui est encore fait manuellement en Chine dans ces entreprises, ce qui les distingue beaucoup des entreprises, par exemple suisses, où il y a quand même beaucoup de machines. Euh, En bas, vous voyez les quelques équipements qu'il y a, quelques machines qu'il y a, c'est notamment pour, là, c'est des équipements c'est des hottes, en fait, des hottes d'aspiration qui vont aspirer les poudres toxiques qui sont générées et qu'on trouve dans les tubes cathodiques qui sont donc ouverts et séparés en deux parce qu'il y a des compositions un peu différentes selon la partie du tube. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez que et ça, c'était un peu une usine modèle, quoi. Là, il y avait au moins des travailleurs qui portaient véritablement des masques et qui avaient, voilà. Et l'environnement dans tout ça, puisque c'est le thème du séminaire. Donc, là, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'appellerais l'écologisme d'État ou state environmentalism en anglais. Donc, comme vous le savez, ou comme je l'ai dit au début, la Chine des réformes souffre et a souffert et souffre encore d'une très importante dégradation de l'environnement, qui est le résultat de l'activité économique, d'une activité économique croissante, et qui est aussi la cause d'un important mécontentement populaire. C'est un mécontentement populaire qui inquiète depuis toujours le Parti communiste. La situation est tendue pour l'État parti communiste car sa légitimité dépend en grande partie de la croissance économique et Xi Jinping, comme ses prédécesseurs, cherche à tout prix à éviter un trop grand mécontentement populaire qui serait une menace pour le parti. Et cette menace a amené en fait l'État chinois à intégrer le discours écologiste dans le discours officiel, à l'intégrer, à réaliser de manière tout à fait, là je le dis de manière, comment dire, à réaliser que la protection de l'environnement était une priorité, certes, donc il fallait développer une stratégie par rapport à ça, mais aussi, et là ça va au-delà, euh, intégrer un discours écologiste dans la propagande officielle, d'accord? Et donc vraiment un souci en tout cas de donner l'image au peuple chinois que le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, etc., font ce qu'il faut pour protéger l'environnement, pour rendre la Chine plus vivable. Donc, ce type de discours, on le remarque tout à fait dans la propagande officielle. Il est notamment question de mettre sur pied une civilisation écologique, un terme qui est un mot d'ordre qui a été inventé par Xi Jinping. La conséquence générale, c'est qu'en Chine, ne peut se déclarer vert, donc respectueux de l'environnement, que ce que l'État parti reconnaît comme tel. Il est très difficile pour des entités qui ne rentrent pas dans le cadre fixé par l'État de prétendre, de revendiquer pardon, cette image, cette étiquette, si vous voulez. J'ai vu très clairement avec, par exemple, les réparateurs et les remetteur à neuf hein, d'appareils électroniques qui faisait des timides tentatives de souligner l'aspect positif en termes d'impact environnemental, l'aspect positif de leurs activités, mais en fait, ils se rendaient bien compte que ce discours-là, le discours du Huanbao en chinois, donc vert ou protecteur de l'environnement, eh bien, il était monopolisé par l'État parti et par les entités qui étaient associées à l'État parti, par exemple les grandes usines disposant d'une licence pour le recyclage des D3E. Une conséquence particulière donc au D3E, conséquence de cet écologisme d'État, c'est que le recyclage des D3E par de grands groupes disposant d'une licence apparaît comme vert, et ce,
malgré des méthodes et une performance parfois discutables, et tandis que le reste, non, le reste n'a pas le droit à cette étiquette. Alors là, c'est juste quelques photos qui ont été prises lors de visites d'usines qui justement disposent de la licence. Comme vous voyez, ils n'y vont pas de main morte avec la couleur verte, avec les symboles, la planète Terre, les petites feuilles, euh, et avec les slogans. Donc là, il est écrit en chinois en bas à droite, euh, euh, resource recycling, je le traduis en anglais, mais recyclage des ressources, économie circulaire, prendre des déchets, les transformer en trésors, et puis faire remontrer la magie, faire revenir la magie, enfin, donner à voir la magie quelque part. C'est joli ça. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Oula, j'ai beaucoup trop parlé. Euh, Vous auriez dû m'interrompre, c'est catastrophique. Bref, Oui, concluez. Vous êtes dans les temps. c'est sûr, d'accord. Donc, pour la conclusion, j'aimerais qu'on revienne sur cette question. Donc, comment comprendre le commerce transnational de D3E? Déchets qui arrangent, déchets qui dérangent. Donc je pense qu'il est vraiment absolument indispensable d'aborder ce concept, le concept de déchet, sous l'angle d'un objet qui est transitionnel. Donc tout déchet a été avant un non-déchet et aura de grandes chances de redevenir sous une forme ou une autre un non-déchet. Donc cette catégorie du déchet, c'est une catégorie transitionnelle. Les objets passent par là, en fait, ils se transforment sans arrêt. Euh, où il se transforme en tout cas plus de nombreuses fois. Et puis, donc c'est comme ça qu'il faut aborder le déchet, et non pas comme quelque chose qui est fixe et donné une bonne fois pour toutes et qui existe dans l'absolu, si vous voulez. Il faut aussi se demander qui parle de déchets et pour quelles raisons. C'est souvent, ce n'est pas une terminologie neutre, hein. Il y a souvent des intérêts qui sont là derrière, et il faut essayer d'identifier ces intérêts. Il faut se poser la question de savoir ce que ça implique en termes de valeur et de danger. Pour dire les choses autrement, quand vous qualifiez un objet de déchet, eh bien, implicitement, vous lui attribuez une valeur nulle et potentiellement, en tout cas, vous lui attribuez un caractère potentiellement dangereux. Or, il faut se poser la question de savoir quels peuvent être les intérêts de faire ça pour une catégorie d'acteurs sociaux donnés. Les D3E, comme j'ai dit, sont une catégorie d'objets hautement hétérogènes et en fait, il faut vraiment établir une distinction au sein de cette catégorie entre différentes sous-catégories. C'était très clair dans mon terrain que les appareils électriques, une vieille machine à laver, n'avaient pas du tout le même type de destin, le même sort qu'un appareil comme un smartphone, iPhone, dernier cri, d'accord? Pas du tout. Déjà, une machine à laver aura peu de chances d'être exportée, d'accord? Et les composants d'une machine à laver de manière générale. Il faut questionner aussi les justifications officielles des politiques publiques qu'on trouve. Enfin, voilà, il faut les questionner, ces justifications officielles. Il faut remarquer qu'il existe parfois des incohérences. L'une de ces incohérences, à l'heure actuelle, une incohérence assez actuelle, à mon avis, c'est qu'au même moment où le gouvernement chinois dénonce le dumping environnemental, donc à partir de 2013, mais disons ces dernières années en particulier, là, donc depuis l'annonce en 2017 de l'interdiction de l'importation des 24 catégories de déchets, eh bien, au même moment, on constate qu'il y a un petit démarrage des exportations d'objets recyclables, utilisables, de déchets recyclables, utilisables depuis la Chine vers l'étranger. C'est notamment le cas avec les voitures, c'est aussi le cas avec les habits, et ça pourrait tout à fait, moi je soupçonne que c'est le cas avec les D3E. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de retourner en Chine pour le vérifier, puis je n'ai pas trouvé de source à ce sujet, mais je ne vois pas de raison pour laquelle ça n'aurait pas déjà démarré, connaissant le niveau de vie dans certaines des grandes villes chinoises. Euh, il est nécessaire d'adopter une analyse multiscalaire. Comme vous l'avez remarqué, ces dynamiques de flux à l'international, eh bien, parfois, elles sont en partie au moins euh, déterminées par des facteurs nationaux ou même des facteurs régionaux et même des facteurs locaux. Donc la présence de relativement petits centres de recyclage comme Guiyu et d'autres, c'est quand même ça qui a permis une bonne partie du commerce transnational de déchets pendant des décennies.
Et puis, ben, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous à travers l'exposé. Ben, il est très important de porter une attention particulière à la matérialité, car il y a beaucoup de choses qui dépendent de cette matérialité. La matérialité va nous dire, euh, va nous en dire long sur d'autres phénomènes. Donc c'est un bon angle d'entrée sur l'étude de ces choses-là. Voilà la bibliographie dont je vous ai parlé, avec les articles que j'ai publiés sur ce thème. Donc ma thèse de doctorat est disponible sur Rero, si jamais vous êtes intéressé, mais je vous conseille plutôt de ne pas lire la thèse et de plutôt lire les articles, parce que vous allez perdre un peu de temps autrement. Et voici mon contact si vous avez des questions ou si le sujet vous a intéressé, si vous voulez vous-même réaliser quelque chose dans ce domaine, je vous en prie, prenez contact avec moi, je serai content de travailler avec vous.